c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour donc ce test complet du Redmi Note 5. Avant de commencer cette petite introduction, déjà je tiens à vous signaler, comme pour le test express qui est déjà sorti normalement, que là cette fois-ci ce n'est plus un Asus Zenfone 3 qui fait qui filme, c'est un Canon EOS M100, donc le rendu, normalement ça n'a strictement rien à voir justement, et je le vois même en retour caméra que j'arrête pas de regarder actuellement, et d'ailleurs j'ai pas pris les bonnes lunettes qui sont dégueulasses, mais c'est pas grave. Donc ce qui fait que ça va beaucoup changer en termes de rendu, ce sera du 1080p 60 fps, et là le rendu sera bien meilleur, aussi au niveau des détails, ça aura forcément rien à voir avec ce que propose un smartphone. Au-delà de ça aussi, alors je sais pas exactement parce qu'on est très proche des 10 000 abonnés, donc déjà je tiens à vous remercier et n'hésitez pas à vous abonner si je suis pas encore aux 10 000 abonnés lors de la sortie du test complet, parce que ça fait quand même 10 000 abonnés, hein. Et ce qui fait que je pourrai ensuite vous parler via l'onglet communauté qui aura maintenant sur la chaîne, et ça va me changer un peu la vie pour vous dire quand est-ce qu'un test arrive ou non. Donc ça va être quelque chose que je rappellerai régulièrement par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, etc. Si je suis pas encore aux 10 000, même après vous pouvez aussi quand même. Au-delà de ça, donc sur Redmi Note 5, donc forcément il succède au Redmi Note 3 et 4, évidemment. Cette fois-ci, alors aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y a un Redmi Note 5 version Mediatek en prévision. Mediatek est en assez mauvaise posture en ce moment parce que tous les acteurs les lâchent. Et donc ce qui fait qu'on va passer directement à Snapdragon 636, ce qui est pas mal du tout. On est un petit peu en dessous du 660, c'est juste une version sous-cadencée, donc qu'on retrouve dans le Mi Note 3, avec un double capteur photo, la iPhone X, que j'en reparlerai, mais je suis pas forcément convaincu pour différentes raisons, que ce soit design ou photo en elle-même. Et forcément, on est passé au 18/9e, donc ça c'est l'un des plus gros changements qu'on a par rapport au Redmi Note 4, ça va être le 19e. Forcément la hausse des performances, le double capteur photo aussi, donc en fait ça fait plusieurs nouveautés. Double capteur photo, par contre on ne passe toujours pas l'USB type C, ce qui est un petit peu dommage. C'est vraiment même très dommage là-dessus, parce que le Mi Note 3 y a droit, le Mi 5X y a eu droit l'année dernière, le Mi 6X aussi, le Mi Max 2 aussi. Donc là j'ai un peu du mal, sauf que d'un côté, on peut le dire en avance, c'est que heureusement à la limite qu'il n'y ait pas le micro USB, parce que justement, sinon je suis sûr qu'on n'aurait plus droit à la jack. Ça c'est quelque chose que Xiaomi aime bien, c'est quand il y a de l'USB type C, globalement maintenant il n'y a plus de jack, hein. C'est has-been aujourd'hui en 2018 apparemment, même en 2017, mais pourtant non en fait. C'est juste un gain de place très facile à mettre. En tout cas, voilà, merci Geekmal, et on passe tout de suite vraiment au test complet de ce Redmi Note 5 pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Au niveau du design, donc là on a droit au côté 18/9e qui forcément réduit les bordures, alors autant sur les côtés pas vraiment, ce qui est un peu logique pour cette gamme de prix. Par contre le haut et le bas c'est fortement réduit, et ça c'est beaucoup plus logique aujourd'hui. Donc par exemple si je prends un équivalent, un vieux équivalent pour le coup que j'ai sous la main, ça va être le Alcatel Idol 3. J'essaie de l'allumer, normalement il a la batterie. Et on va voir un petit peu que niveau différence en termes de hauteur, alors forcément c'est un petit peu plus haut, on peut voir que le 19e prend beaucoup de place, là c'est un 6 pouces, et en termes de design ça change un petit peu. Voilà, laisse un petit peu allumer pour voir après l'écran. Et donc, ce qui fait que, si on fait un peu le tour du propriétaire,
On a droit au capteur photo, capteur de luminosité, capteur de proximité. Mais par contre, visuellement, on a presque l'impression que c'est un autre capteur photo pour du mode portrait, mais en fait non, pas du tout. Ensuite, donc le 19e, comme je l'ai dit, on n'a pas de touche, on n'a plus de touche sensitive, c'est quelque chose qui disparaît par rapport au Redmi Note 4. Ensuite, en dessous, on a droit à la prise jack, le port micro primaire, micro USB, ici le haut-parleur. De ce côté-là, nous avons droit, hop, je vais faire un petit zoom, histoire qu'on voit bien, attends que je peux en profiter pleinement. Donc, le bouton power, le bouton volume, on a droit au port infrarouge avec le port micro secondaire, enfin juste le micro, pas le port. Ensuite, au dos, nous avons droit, hop, ici, en fait, alors, donc on a droit, donc ces deux parties en plastique, le lecteur d'empreintes, donc ça, classique, à peu près au même endroit par rapport à l'habitude. Et alors, ce qui change beaucoup en termes de design, c'est ça. C'est ce double capteur photo, donc à l'iPhone X, donc capteur principal, capteur secondaire, enfin capteur principal et secondaire, et donc le flash dual tone. Alors, et sur ce dos, j'ai beaucoup de mal, parce que globalement, en fait, vous mettez un appareil photo ici, bon, ça ferait comme le Redmi Note 4, certes, mais ça passait plutôt bien, je trouvais ça bien pensé, c'était joli, bon, c'était correct, ce qu'on voyait un peu partout. Avec l'ajout de ce capteur-là, j'arrive pas. J'arrive pas parce que ce soit sur celui-là ou le Mi X2S, même ça passe un poil mieux sur le Mi X2S, ben, j'ai l'impression que c'est limite forcé en fait. Parce que vous avez ce côté incurvé, et ce qui fait que ça va pas avec ça déjà pour moi, et qu'en plus de ça, bah, globalement ça fait faux sur le design. C'est-à-dire que tout est bien, mais ça c'est comme si c'était mal placé. Pour moi, il aurait dû être au-dessus comme les autres Redmi Note, oui, et au central en fait. Donc il aurait été pareil, mais au-dessus là, ça serait bien passé. Pour moi, ça aurait été visuellement agréable. Là, pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Autant sur l'iPhone X, bah, bon, pour moi, c'est la plus. Ils se sont dit, on va faire quelque chose de nouveau, on va le mettre à la verticale au lieu de l'horizontale. Mais là, on dirait, on va faire comme l'iPhone parce que ça va se vendre. C'est vraiment ce qui ressort pour moi de cet appareil-là, c'est ça. C'est presque comme l'iPhone X. C'est un peu l'idée derrière. Hein. Et j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec cette idée. Donc, ce qui fait que malheureusement, je n'apprécie pas. Aussi, alors malheureusement, j'ai fait une rayure apparemment ici. Donc, je ne sais pas comment du tout. Alors, pas du tout, mais ce qui fait que par rapport au Echo, le S3, qui est un métal qui, lui, par contre, pour le rayer, il faut y aller. Je sais même pas comment il peut être aussi résistant. Bah, celui-là, il semble pas très très résistant. Donc, attention là-dessus. N'hésitez pas à mettre une coque s'il faut. Mais voilà un petit peu. Par contre, sur la façade, donc le 19e, par rapport à, on va dire, parce que ça n'a pas trop évolué de toute façon depuis quelques années. Non, il s'est éteint. Bon, c'est dommage. Mais en gros, ah si, c'est bon. C'est juste qu'il est très lent. Voilà un petit peu ce à quoi on a droit en termes le 19e, un peu ce que ça apporte. Alors forcément, ça allonge un petit peu plus les téléphones, mais j'ai l'impression que on était sur du 5.5, donc ce qu'on a un petit peu sur le Idol 3. Et donc là, le passage en 6 pouces, en fait, c'est un peu bizarre, en fait, parce que ça allonge vraiment le téléphone. Donc ce qui fait qu'on a un affichage qui est à peu près aussi large. Voilà, c'est ça, c'est aussi large, mais en quelque chose d'un petit peu plus long en termes d'écran. Donc, ce qui fait que, bon, après, moi, je trouve que pas que, en soi, le 19e apporte quelque chose visuellement, etc. Mais ça permet d'avoir à peu près le même form factor pour les constructeurs. Au-delà de ça, au niveau du design, bah, ça reste assez propre au niveau des matériaux. J'ai l'impression, alors, malheureusement, j'ai pas eu le Redmi Note 4 en main, donc je pourrais pas dire, mais visuellement, en tout cas, de ce que j'ai vu du Redmi Note 4, ça a l'air d'être un peu mieux fait. D'ailleurs, un petit détail qui est assez amusant, je sais pas s'il y a du bruit quand je zoome. Petit détail qui est amusant, c'est qu'ici, en fait, je sais là où j'ai mon doigt, je sais pas si ça se voit, oui ça se voit sur l'appareil photo, c'est qu'en fait on a une espèce de bordure qui va même sur la partie plastique, en fait presque comme si on avait un capot. Il y a une espèce de séparation entre les bordures ici et l'intérieur par juste une ligne comme ça, qui est juste creusée en fait. Et qui donne l'impression d'un capot ou d'une séparation, et je ne comprends pas cette barre. Autant c'est ni joli ni nul, mais c'est juste étrange en fait. Alors je sais pas si quelqu'un d'entre vous a une explication plus ou moins théorique en termes de design, mais je trouve cette idée très très particulière, parce que ça fait vraiment comme une séparation, parce que comme on a l'habitude d'avoir une tranche ici qui sépare le dos de la tranche en général, bah là, oui, c'est un peu bizarre.
c'est un poil bizarre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais montrer. Hop. Après, voilà, bah, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, en tout cas, sur ce design. Vraiment, pour moi, globalement, c'est réussi. Il n'y a pas de souci global. C'est surtout le manque d'USB Type C et l'appareil photo qui est bizarre, quoi. Il va pas avec l'appareil. Au niveau de la surcouche, donc là, on est sur la ROM Android 8.1, MIUI 9.5, mais la version China, la version Europe arrive, enfin la version internationale. Ce qui fait que par défaut, forcément, j'ai pas les applications Google, mais quand vous allez le prendre sur Geekmal, il sera avec cette ROM là. Là, c'est vraiment pour le test, ce qui fait que je l'ai en avance. Alors MIUI en soi, depuis MIUI 8 et même 7, ça n'a pas vraiment changé. Android MIUI 8 a surtout apporté ce système-là et deux, trois petites choses, mais très légères, mais en soi, ça n'a pas vraiment évolué. On est sur quelque chose qui, à la base, se base un petit peu sur ce que propose Apple, pour pas mal de petites choses, et ensuite, ils ont décidé un peu de customiser à leur sauce avec pas mal d'options par-ci, par-là. La première chose que j'aimerais dire, en tout cas, sur cette surcouche, c'est qu'on a droit aux gestes. Alors, c'est quelque chose que vous n'avez pas par défaut. En fait, vous allez, hop, non, j'ai encore du mal avec ça, en fait. Et en fait, vous avez... Non, c'est pas ici. C'est Full Screen Display, où normalement vous avez fonction plein écran. Et en fait, vous avez soit les boutons que vous avez ici, donc que vous avez hop, ici. Soit vous avez, en fait, vous pouvez choisir en fait le système donc d'avoir en fait les gestes. Donc ça reprend à peu près les mêmes gestes qu'Apple. Donc c'est-à-dire que quand vous voulez revenir au home, vous faites ça. Et quand vous voulez avoir le multitâche, eh bien vous avez ça. Donc... Voilà, un petit peu pour ça. Et pour le bouton retour, en fait, ça va être... Alors, si je vais dans... Hop, ici, en fait, ça va être en fait de faire sur le coin, en fait, un bouton retour, vous l'avez gauche et droite. Donc ça, c'est la petite chose à savoir. C'est-à-dire que vous l'aurez aussi à gauche. Alors, par rapport à ces gestes, je tenais à le dire tout de suite, personnellement, je suis pas du tout accro à ces gestes, parce que je trouve que de faire ça, en fait, c'est plus long et ça demande plus d'effort en soi que d'appuyer sur un simple bouton. Par contre, l'avantage, c'est que forcément, vous avez vraiment le plein écran, mais il y a ça, et il y a le fait que ça peut aussi entrer en conflit, que j'ai eu notamment sur Deezer. Alors là, ça fait pas, alors ça... Bon, peut-être qu'ils l'ont amélioré, mais là, le truc, c'est que par exemple, ça, ça m'est arrivé que ça entre en conflit avec ça. Donc ça va être les petites choses qui vont être chiantes sur certaines applications. Et puis voilà, personnellement je suis pas emballé, donc par défaut de toute façon vous êtes avec ça, mais ce qui est bien c'est qu'en sortie de boîte vous avez déjà ce choix. Ensuite, au niveau de la surcouche, pour ceux qui connaissent pas MIUI, donc c'est vraiment éloigné de ce que propose Google. On peut voir en tout cas, donc déjà ce qu'il n'y a pas, c'est forcément, il n'y a pas de tiroir d'application du tout, hein, c'est-à-dire que si vous faites ça, ça fait rien du tout. Et vous avez, alors, ce système pour avoir les boutons, les raccourcis, c'était déjà le cas avant Google. Ça reprend, en fait, ça a été parmi les premiers, je crois. Il y avait aussi Oppo avec ColorOS qui proposait déjà ça. Ils l'ont repris de façon assez jolie, je trouve. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Au niveau des notifications, donc ça reste ok. On a le côté, on peut répondre, donc ça c'est présent. Alors ça arrivait assez tardivement apparemment sur MIUI, mais on a bien ce système-là qui est présent en tout cas. Ensuite, au niveau des paramètres, ça va être la chose un petit peu la plus particulière. Alors, hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien les menus. Et donc, ce qui fait que vous avez donc déjà tout en haut, en fait, ce qu'on a normalement dans à propos du téléphone, qui est tout en bas. Ici, on l'a tout en haut et qui va permettre de voir un petit peu ce que vous avez. Donc, il va un peu faire la détection de ce que vous avez. Donc là, 4 Go, 1080p, 6 pouces, 12 plus 5, alors 5,7 exactement, 4000 et Snapdragon 136. On peut voir la version de MIUI et dire s'il y a des mises à jour directement à partir de là. C'est vachement mis en avant et c'est très différent de ce qu'on voit d'habitude. On peut voir même toutes les spécifications, donc là ce qu'on a normalement. Et on peut voir d'ailleurs qu'on a écrit 660 Gain Pack, et ça on y reparlera sur la partie performance. Je vais dézoomer un petit peu. Et voilà, là on va bien voir les menus. Alors, ce qui fait que on va voir, donc là forcément c'est tout en anglais, donc toute la gestion de la SIM, Dual 4G aussi, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir pour les deux SIM la 4G qui va se connecter, c'est quelque chose qui peut être appréciable pour certains. Vous avez aussi donc data roaming, donc ça bien sûr quand vous voulez l'activer, Mi SIM, donc là en fait ce qui va y avoir et qui devrait arriver, non
nous, je sais pas si on l'aura tout de suite quand Xiaomi va arriver en France, mais en fait, ça va être ce système de eSIM qu'on a, qui commence à déjà être présent. Comment? Alors là, forcément, on est en dehors de la Chine, mais en fait, on va pouvoir avoir des forfaits en version électronique sans avoir besoin de SIM pour de la data ou pour téléphoner. Donc ça va être la chose qui va être très très particulière. Et vous avez Mi Roaming, ce qui fait que ça peut être intéressant plus tard. Vous voulez changer de réseau, en fait vous avez ça. Bon alors là c'est tout en chinois, mais voilà, vous avez des forfaits, vous avez des prix qui va vous proposer pour tant de data, ce genre de choses. Là forcément, donc là un seul, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je ne parle malheureusement pas la langue. Mais voilà un petit peu ce qui peut être proposé. Donc vous avez 1 giga ou 500 mégas, là on peut retrouver ça en tout cas, pour les forfaits, et ça risque, je pense, à un moment donné d'arriver en France. Ensuite, l'autre chose que je n'ai pas dit juste avant, c'est que forcément, vous avez aussi la gestion ici, donc Dual SIM, on l'a vu, mais aussi on a toujours du côté micro SD, on y a toujours droit, donc ça c'est la bonne chose. Ensuite, More, donc là on a oui, Bluetooth Deferring, ok, bon ça c'est les choses habituelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a Display qui va permettre de gérer, donc forcément la luminosité, automatique ou non. On a le Reading Mode qui va permettre, donc après on peut l'ajuster, qui va aller un petit peu vers les rouges vers la fin, pour justement si vous voulez un petit peu avoir les yeux un petit peu plus tranquilles, qu'il n'y ait pas de problème de lumière bleue comme on appelle, donc les yeux se reposent un petit peu. Et vous avez le système pour les couleurs, donc ça chaud, standard et cool. Alors personnellement je préfère chaud parce que bon, alors on a des blancs un peu moins blancs en soi, mais ce qui est plutôt bien, c'est que on va avoir des rouges qui sont un peu mieux. Globalement les couleurs sont un petit peu mieux. Ensuite on va voir le côté contraste automatique, qui va être pratique surtout en plein soleil, puisqu'il va vraiment augmenter le contraste et la saturation des couleurs en plein soleil. Donc ça fait un peu bizarre au niveau des couleurs, mais au moins vous voyez bien. Vous avez un contraste qui est un petit peu poussé ou standard. Donc voilà un petit peu ce que vous avez comme choix. Ensuite, hop, vous avez donc là en fait on peut changer la police et le texte en fait s'il est gros ou petit, ce qui remplace un petit peu le côté où c'est dense ou pas dense. En fait ça le fait aussi pour le texte. Vous avez le double tap pour le réveiller et si l'écran doit tourner automatiquement ou non. On a les wallpapers, alors bon ça c'est le truc classique qu'on a aussi avec les thèmes. Donc les thèmes là forcément, là j'en ai pas forcément beaucoup, mais vous avez plusieurs thèmes que vous allez pouvoir appliquer sur l'ensemble de la surcouche. D'ailleurs on va en appliquer une, on va la télécharger. Et ça va changer donc forcément le fond d'écran, les icônes. Vous allez avoir des applications qui vont changer un petit peu, vous allez avoir ce système-là et pouvoir avoir quelque chose de très très complet en termes de personnalisation. Ça a toujours été une des forces de MIUI et qui a toujours été tout de même globalement plus intéressant que ce que propose la concurrence. Je sais pas si on va voir quelque chose, par exemple ici vous voyez c'est tout un wallpaper uni derrière, ça peut être des choses comme ça, mais on peut avoir vraiment des icônes qui peuvent être différentes ici. Globalement ça a l'air d'être comme ça posé, par exemple l'application message va être totalement remaniée en termes de design. Ça peut être vraiment sympathique pour ceux qui cherchent quelque chose plus à l'iOS, plus Android pur, plus différent, plus on va dire, je sais pas, les lapins crétins, ce genre de choses. Vous avez vraiment de tout. Au niveau ici, donc on peut choisir ne pas déranger, silence, etc. La chose que je voulais parler, c'était surtout... c'est où? Ah non, ça va être après. Alors le truc c'est qu'avec MIUI, comme c'est très très différent et que j'ai l'habitude de Google, c'est très très différent ici. Donc en fait vous avez beaucoup d'options. Donc là vous avez les choses un petit peu du système en soi. Après vous avez donc lock screen et password, donc forcément on a la gestion de la reconnaissance faciale. Alors forcément ici là ça a bien marché parce que je suis bien détecté. Donc vous avez la caméra qui va pouvoir détecter, mais dès que les conditions vont baisser, ça va se voir très très vite. Et malheureusement c'est pas super sympa. Au final c'est plus chiant qu'autre chose parce que globalement il va être lent. Globalement, il n'est pas très intéressant, il va être carrément moins intéressant, par exemple, que ce que propose, ce que j'ai en face, que ce que propose le Galaxy Note 8, le S8 ou le Mate 10 Pro. Bon, forcément, c'est d'autres gammes, mais néanmoins, le confort n'est vraiment pas présent et le lecteur d'empreinte n'a strictement rien à voir en termes qui, là, pour le coup, est très très rapide pour réveiller l'appareil. Vraiment, c'est vraiment
la chose. Alors forcément si je tape à côté, mais dès que je tape bien, ça le réveille tout de suite. Vous avez un système de wallpaper carousel, donc c'est-à-dire que ça va changer tout le temps en fait ce que vous avez au dos. Donc vous pouvez ça peut être changé toutes les heures, ça peut être mis à jour automatiquement, etc. Donc vous en avez. Bon, je passe un petit peu en 30 fps, ça devrait se voir, mais bah là il est un petit peu chaud, donc le temps que je termine, voilà un petit peu. Ensuite, on peut lancer la caméra, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, directement depuis en fait le lock screen. On a pas mal de petites choses qu'il faut regarder. Il y a vraiment beaucoup d'options. Pour la partie notification, donc on a droit d'avoir en fait deux choses différentes. C'est-à-dire que soit ce que je vous ai montré avant, soit en fait vous allez swiper sur le côté, un peu comme Android 4.4, ce qui était en fait proposé par MIUI depuis MIUI 5. En fait, vous avez ce système-là. Vous avez sur le côté, donc à vous de voir si vous voulez que ce soit combiné ou séparé comme il propose. Ensuite, on peut avoir le pourcentage de batterie, forcément. Donc spot graphique, ça peut être en top bar. Alors en fait, ça va être une toute petite ligne verte. Je vais essayer de le montrer. Hop, on va mettre... Voilà, et c'est la petite ligne verte que vous avez tout en haut, mais c'est tellement discret que ça se voit quasiment pas. On peut voir en fait que la fin là, c'est au niveau du Wi-Fi. Là on la voit légèrement, mais c'est super léger, donc c'est pas forcément très intéressant. Donc moi personnellement, je préfère, hop, ici. Je préfère qu'on ait, hop, voilà, qu'on ait le pourcentage, comme ça c'est plus clair. Ensuite, Home Screen and Recent, donc là, ça va être, on peut choisir si on veut autre chose. Par exemple, Gigi Home Screen, ça va être un autre launcher qui est proposé par défaut. Donc il y a un côté un peu simple, d'accord, qu'on peut télécharger directement. Alors je ne sais pas si sur la version classique on y aura droit, la version européenne de la ROM, mais en tout cas on peut choisir facilement ça directement ici. Vous avez, hop, Empty Cell. Alors j'ai pas forcément tout en anglais, mais Vault et Cell, Turn Up Vault. Là je vous avoue comme ça, je ne saurais pas dire exactement ce que c'est. Donc les gestes, comme je vous ai montré, qu'on peut choisir. Alors, une petite chose que je n'ai pas forcément montré, mais vous avez aussi en fait, donc, ça va vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc vous avez, hop, vous avez diverses choses. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors on peut avoir des choses en fait qui peuvent ne pas être en full screen qu'on peut forcer en fait ici. Donc ça peut être la chose, parce que forcément, comme vous n'avez plus de boutons en bas, il y a certaines applications qui vont s'arrêter comme si vous aviez des boutons, ce qui peut être un peu moche, et donc que vous pouvez débloquer ici aussi. Vous avez le mode Second Space, donc ça va être un système, en fait, c'est comme si vous aviez deux téléphones. Dans l'idée, ça va être vraiment, en fait, vous avez un espace, par exemple, pro et un espace personnel. Et donc, c'est comme si vous aviez deux téléphones différents et vous switchez de l'un à l'autre selon vos besoins. Donc, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous avez un gosse, vous mettez en mode dans le second espace, en fait, et vous aurez les petits jeux, les petites choses, et vous aurez des choses qui s'affichent pas. Vous pourrez tout gérer, en fait. C'est ça qui est assez sympathique. Dans la partie batterie, donc vous avez Power, donc là ça va être tout simplement tout ce qui est, donc savoir la batterie dans quel état elle est, ce qu'il peut y avoir qui consomme trop, donc là par exemple c'est toutes les applications que j'ai en fait elles consomment trop, d'éteindre le GPS, ce genre de choses, bon ça c'est des choses plus ou moins intéressantes à utiliser, donc globalement non. Les applications qui consomment, et là forcément la partie hardware, donc savoir combien de temps l'écran est allumé, ce que j'aime bien personnellement, et vous avez le petit bouton ici pour voir globalement un petit peu ce qu'il y a. On peut lui demander des tâches automatiques, alors forcément, donc passer et tout éteindre par exemple au niveau des fonctionnalités, donc GPS, synchronisation, Bluetooth, et donc pour la partie luminosité, et se mettre en mode avion la nuit par exemple, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez une application pour la batterie en fait, donc si on le met en mode battery saver, etc. Mais il peut y avoir des soucis. Alors sur la ROM China pour tout ce qui est appréciation, notification. Appréciation, ça veut rien dire. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Vous avez le mode aussi économie d'énergie, donc à 30%, donc que vous pouvez mettre. Vous avez ce qu'ils appellent des SEM, donc Sleep Mode, quand MIUI détecte que vous dormez, il va fermer toutes les applications, restreindre le Bluetooth, GPS,
data et Wi-Fi, et n'allumera pas l'écran quand vous recevrez une notification. Ça peut être des choses comme ça. Ça va de plus en plus être présent de toute façon. Au niveau de la capacité de stockage, je vais vous dire ce qu'il y a, donc classique. Mais oui, là, donc ça c'est des petites choses qui sont pas forcément actives, en fait, qui sont en cours de développement. Donc Tab Plus, en fait, ça va être là des choses en fait qui vont pas du tout, je pense, être présentes de façon sur la rampe principale. Et Find Photo in Gallery, donc là c'est un petit peu le système qu'on a sur Google Photos, donc de rechercher selon ce qu'il trouve. On a Light Mode, c'est ce qu'on a montré juste avant, c'est l'autre launcher qui va être simplifié. Et en fait, vous avez Additional Setting, alors vous allez avoir des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Date et heure, langage et clavier, donc c'est des choses qui sont pas prioritaires en soi. Privacy, donc ça c'est plus le côté sécurité, permission. Quick Ball, alors Quick Ball en fait c'est un système que vous avez ici et qui va être un petit bouton qui va servir pour plusieurs choses, qui globalement ne sert pas à grand monde, je pense pas que ce soit beaucoup utilisé, mais qui peut permettre en fait d'avoir un bouton pour faire plusieurs actions. Ensuite donc là c'est tout ce qui en fait, par exemple ici si je fais ça, normalement ça va prendre un screenshot, donc c'est quelque chose qu'on peut gérer ici avec plusieurs choix, donc fermer une application, le mode écran splitté, ce genre de choses. Vous avez en fait, voilà, justement c'est ici qu'on retrouve en fait ce système d'égalisateur chez MIUI, donc c'est-à-dire que c'est vraiment secondaire. En fait, le truc c'est que, donc pour l'activer forcément là il faut mes écouteurs, et après vous avez plusieurs choix selon le type d'écouteurs qui sont basés globalement sur les écouteurs Xiaomi, écouteurs ou casques. On y reviendra sur la partie audio, mais je les trouve pas du tout pertinents aujourd'hui. On a un mode une main, c'est-à-dire qu'on va faire en fait un système comme ça, et ça va le rendre plus petit. On a plusieurs choix en termes de... plusieurs choix en termes de taille. Donc pour ceux qui trouvent que c'est trop grand, vous avez ce système. Et si vous voulez quelque chose d'un peu moins grand, vous avez le choix là-dessus, donc ça peut être quelque chose de sympa, facilement activable. Accessibility, donc là, 139 mailbox, je ne sais pas. Game Booster Speed, ça n'a pas d'intérêt. Après, ça va être des choses plus ou moins chinoises ou des choses qu'on n'a pas qu'on n'utilise pas globalement. Alors là, le display size, donc on a globalement en fait le mode XS, XL, etc. C'est ce qu'on représente, mais on a aussi ce système-là qui est mis en fait de côté, donc pour ça. Donc ce qui fait que c'est un peu mis de côté aussi. C'est un peu bizarre quand même de l'avoir de côté, alors que en soi c'est une option qui est sur Google de base. Magnification, donc là with triple tap. Ok, color correction, ça va être plus pour ceux qui ont du mal à voir. On peut bien sûr imprimer, backup reset, mi mover, donc ça va être un système d'envoyer d'un appareil à un autre, globalement un autre Xiaomi bien évidemment. Voilà un petit peu pour la partie paramètres. Ensuite au niveau des applications, donc comme on a vu, security ça va englober plusieurs choses, donc ça va être la gestion de la data, donc quand vous utilisez énormément de 4G, vous pouvez la restreindre ou vérifier en tout cas ce que vous avez consommé. Boost speed, c'est tout simplement fermer plein d'applications. Donc ça c'est rien de plus. La batterie, donc ça on l'a vu. On va avoir un système en fait, c'est de l'antivirus, tout simplement. Donc rien de spécial. Powered by Avi, donc je ne sais pas qui est Avi, mais voilà, ça va être des petites choses toutes simples. Et Manage Apps, donc là ça va être qu'est-ce qu'il consomme et pouvoir en fait derrière voir un petit peu tout ce qu'il y a, donc ce que ça prend en termes de stockage, en termes de data, en termes de batterie, si on peut le laisser, tout ce qui est permission, démarrage automatique, la fonction pour sauvegarder un peu la batterie avec cet appareil, etc. Ça va permettre globalement de faire ça. Donc au-delà de ça, en plus de ça, Manage Apps, on a le Dual Apps aussi qui est présent, c'est-à-dire de pouvoir cloner des applications. C'est déjà le cas dans MIUI 8 et on peut le faire de plus en plus. Donc ça va être les applications qui sont prises par défaut, mais on peut le faire aussi en fait avec d'autres. Mais celle-ci, c'est quelque chose qui est très utile parce que ce sont des réseaux sociaux. Les permissions qu'on peut gérer, les applications où on veut mettre un mot de passe et les applications qu'on peut mettre à jour. Alors je ne sais pas si ce sera présent sur la partie par contre internationale. Le WeChat Cache, parce que le cache WeChat prend beaucoup de place,
Alors WeChat c'est très particulier et c'est surtout utilisé en Chine. Mais normalement vous l'aurez pas vous. Ensuite vous avez le nettoyage profond, donc ça va être tout ce qui peut prendre de la place et pouvoir virer facilement avec pour lui ce qu'il détecte comme nettoyable. Game Speed Booster, donc ça forcément, ça on l'a compris. Blocklist, donc ça si on voulait tout ce qui est SMS ou appel que vous recevez et que vous les bloquez. Test Network, là ça va permettre de voir un petit peu comme un speed test en fait tout simplement. Là il est très long, donc pour lui c'est normal, ok. Red Envelope Assistant, là ça va être quelque chose qui ne va pas du tout nous concerner. Ensuite on a la galerie qui donc est assez simple. Vous avez soit en fait le côté avec les dates, soit en fait selon quel album ça vient en fait. Donc, et vous avez l'implantation aussi du cloud Xiaomi, donc là ce qui fait qu'il y a des choses que vous voyez en fait, par exemple Xiaomi Son, ça date du Redmi, du premier Redmi, du Redmi 1, où j'avais pris en fait, et ça n'a pas vraiment changé. Vous voyez en fait, ce système-là, c'est quasiment la même chose en fait, et ça date d'il y a quelques années. Et vous voyez quand même ceci, en fait, l'utilisateur Mi Sound, voilà, c'est le genre de choses, c'est assez marrant à voir. Voilà un petit peu, vous avez aussi, on peut voir donc la partie poubelle, où vous avez quelques options, forcément. Ensuite, vous avez la partie musique. Alors forcément, sur la version de Chine, on a droit hop, s'il veut bien. En fait, on va avoir droit à un cloud, enfin pas un cloud, mais comme un Deezer en fait ou Spotify, mais c'est Xiaomi qui le propose. Donc forcément, moi ça va pas m'intéresser. Donc après, hop, ça va être non My, et là je peux avoir la partie où j'ai mis ma musique. Alors je l'ai mis peut-être dans un autre appareil en soi, mais voilà, en fait vous avez vraiment ce système là. Bon après nous on l'aura pas. Hop, donc la partie message, je ne sais plus, j'ai quelques messages. Hop. On va montrer par exemple ça. Voilà, donc en gros, voilà les messages, à quoi ça ressemble pour ceux que ça pourrait intéresser. Et vous avez Mi Cloud qui permet de sauvegarder les SMS et de les remettre directement sur l'application, toujours. Par contre, MIUI, bien évidemment. Ensuite, donc, on a plein de, on a calculette, contact, on a le système Mi File, donc gestionnaire de fichiers classique, mail, horloge, le compte Xiaomi, on a on peut screen recorder, vous m'avez compris, le son aussi, compas, Mi Remote, donc là forcément pour tout ce qui est télé, un scanner, donc là si vous voulez scanner un document ou un QR code, download, Mi Roaming, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la SIM, feedback, FM radio, donc on a même la radio, Xiao AI, ça va être plus là un style Siri, Google Now, mais chinois, donc aucune utilité forcément ici. Ensuite, bon là ça va être plus des choses, on a forcément l'App Store, etc. Mais ça on l'aura pas pour la version européenne. Tout ça par le calendrier et notes qu'on aura droit. Le reste ne sera pas présent. Alors chose aussi qu'on peut désactiver, par contre je sais plus dans quel menu, ça va être les pubs en fait qu'on a en bas. Donc c'est-à-dire que c'est un dossier, et donc là vous avez le dossier, et là vous avez la partie pub que vous proposez de télécharger d'autres applications. C'est quelque chose qu'on peut désactiver, par contre je sais plus où, mais dans les paramètres ce sera possible. C'est pas gênant en soi, mais ça peut être un petit peu bizarre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez droit à un partenariat en fait avec Microsoft, et donc vous avez donc Word, Excel, c'est Publisher normalement, dans le style Publisher, LinkedIn qui est présent, donc ce qui fait que pour ceux qui aiment Microsoft c'est bien, et ceux qui s'en foutent, ils s'en foutent. Voilà un petit peu pour cette partie là. Voilà un petit peu le tour de MIUI, donc vous pouvez voir c'est assez complet, et encore j'ai pas tout dit. Vous avez par exemple aussi la recherche ici de tout et n'importe quoi, vidéo ou contact. Et vous avez en fait aussi ce système de QR code, si vous en regardez, et vous pouvez directement ici le faire. Donc vous avez QR code, Shopping, Translate, Study, donc ça va être autre chose, Business Card et Document. Donc même pour un document, il va même détecter qu'on peut voir à peu près à quoi ressemble le document et pouvoir le prendre en photo. Donc là le Redmi Note 5, si je le prends, hop, ajustement, et là c'est fait, donc c'est plutôt propre d'ailleurs, donc ça peut en intéresser certains. Dernière chose, ah oui, je n'en ai pas parlé, vous avez ici quelques raccourcis pour paiement, quick payment, etc. Je ne sais pas si on l'aura en France aussi complet, en tout cas. Vous avez vos notes, My Delivery, ça va être
je sais pas exactement pour quel intérêt ça aura. Les favoris, ça va être pour des choses particulières. Ah, elle s'est mis en route toute seule, ok. Vous avez un compteur de pas qui semble plutôt correct en termes de fiabilité. Le calendrier, bien évidemment. Vous avez voyage aussi. Et puis en ajouter d'autres. Alors forcément, je pense qu'avec l'Europe, il y aura beaucoup d'autres choses qui seront proposées parce que là, c'est surtout chinois. Hop, voilà un petit peu pour l'ensemble de cette surcouche. C'est une surcouche qui est très particulière. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'elle est bien optimisée et qu'elle est agréable. Ça, c'est vraiment le truc. Et elle est surtout très complète, en fait. Par contre, elle s'éloigne beaucoup de ce que propose Google. Donc après, à vous de voir, est-ce qu'elle est intéressante pour vous? Est-ce que la transition, par exemple, parce que c'est souvent mis en avant, c'est que la transition avec Apple est plutôt agréable avec MIUI, là où Google c'est beaucoup trop différent, donc ça peut plaire. Mais en tout cas, c'est une surcouche qui est assez agréable à utiliser au quotidien, donc ça devrait vous plaire. Et elle s'est beaucoup améliorée. Maintenant, il reste une évolution plus graphique pour moi qui est sur quelques ergonomies pour que ça se rapproche un peu de Google personnellement, parce qu'aujourd'hui, ça s'éloigne énormément de Google. Et c'est plus aussi efficace que ce qui était proposé avant, là où Google avait du retard. Donc voilà un petit peu sur cette surcouche MIUI 9.5. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 18/9e, donc c'est la nouveauté de cette gamme, et donc un 18/9e IPS bien évidemment pour le prix, en Full HD, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et c'est un écran qui est plutôt agréable comme on peut le voir en termes de luminosité. Donc au minimum il va être vraiment très bas, c'est-à-dire que pour la nuit ça va être très bien, et au maximum bien évidemment très lumineux. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, dans les options, ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'on va avoir le mode lecture. Donc soit on va pouvoir régler en fait la puissance du mode lecture, donc pour gérer la lumière bleue. Donc il peut être léger ou très fort, qui va partir un petit peu vers le rouge, comme on le voit, et ce qui va permettre à ce que ce soit plus agréable. Quand c'est trop jaune, ça a tendance à être au contraire plus agressif pour les yeux et assez désagréable. On peut même avoir un côté soit automatique, donc quand est-ce qu'il s'éteint, s'allume, soit par rapport en fait à la lumière du soleil, en fait lever, coucher, comme d'autres smartphones le font. Donc ça c'est assez complet. Autre chose, on va pouvoir aussi gérer le contraste qui va être standard, un contraste qui va être augmenté de base et une version automatique. La version automatique comprend aussi en fait le système en fait pour le soleil, c'est-à-dire que quand vous allez être en plein soleil, il va aller encore plus loin dans le contraste et donc va te permettre de faire beaucoup mieux ressortir tout ce qui est écriture ou quoi que ce soit. Alors par contre au niveau des couleurs ce sera complètement faux bien évidemment, mais ça permettrait d'avoir un écran totalement lisible et facilement lisible, même avec les reflets, donc ça c'est plutôt agréable. Au-delà de ça, on a aussi ce côté, en fait, au niveau des couleurs, quelque chose de chaud, standard ou froid. Donc, selon ce que vous préférez. Donc, froid, ça a tendance à aller un petit peu dans les bleutés. Standard, c'est un poil jaune, ça reste très correct. Et chaud, ça va vraiment aller dans les côtés chauds. Le mieux étant chaud, parce qu'au niveau des couleurs, c'est ce qu'il y a de mieux là-dessus. Parce que le gros problème qu'il y a sur cet écran, c'est surtout les rouges, en fait. Les rouges ont tendance à être beaucoup trop rouge, et on peut le voir en fait sur l'application YouTube Studio qui normalement doit être à peu près la même chose que YouTube, et il en ressort beaucoup plus. On peut voir que c'est très saturé, il est très pétant alors qu'il devrait pas l'être. Donc ça c'est une des choses. Si on compare, alors là j'ai le Meizu Pro 6 Plus pour le coup. Donc on va enlever le mode iFriendly qui lui aussi est assez il est plutôt orienté justement assez saturé, trop saturé même. Donc on va pouvoir comparer un petit peu ce qu'il vaut. Alors on peut voir quand même que ça reste un peu mieux, un peu plus hop. Alors par contre on va augmenter la luminosité aussi de celui-là pour avoir quelque chose d'un petit peu équivalent. Donc on peut voir hop, par exemple pour le rock, donc on est sur quelque chose qui par exemple là sur Meizu est vraiment trop, c'est vraiment trop, puisque là ça va à l'orange, donc ça reste encore assez correct, mais ça a tendance un peu à être trop au fur et à mesure en fait ça. C'est parfois trop. Donc là, on peut voir French Music, variété française, ce genre de choses. Donc, on peut voir forcément que le contraste aussi est moins bon qu'un AMOLED, bien évidemment. Mais ça reste plutôt correct, mais un poil saturé quand même. Donc ce sera pas le meilleur... ce sera pas le plus juste, évidemment.
Au niveau des angles de vision, alors forcément, on est sur un écran IPS qui reste un peu entrée de gamme. On peut voir que la lumière a tendance à pas mal s'assombrir quand on va sur les différents angles. Mais ça reste très correct. On a vraiment un écran de bonne qualité, donc pas de souci de ce point de vue-là. Aussi, autre chose, au niveau des rayures, j'ai pas constaté que ce soit au niveau des traces de doigts ou des rayures, quelque chose qui soit vraiment sensible. C'est plutôt bien d'ailleurs. Je l'ai pas rayé, j'ai pas réussi entre guillemets à le rayer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par contre, bon, on peut voir qu'il y a quelques traces de doigts, qu'on peut le voir un petit peu avec le reflet ici. Donc c'est normal, mais ça reste assez léger. C'est pas trop présent et on le remarque pas trop, donc ça c'est plutôt bien. Donc vraiment un écran de bonne qualité globalement et assez agréable. Au niveau du haut-parleur, donc là on n'est pas encore sur du double haut-parleur, on est sur un simple, qui est ma foi plutôt puissant. C'est le côté assez correct, c'est qu'il est plutôt puissant et que au niveau du rendu c'est plutôt clair, donc on peut l'entendre. On discerne assez bien les musiques et assez bien chaque instrument. Les basses sont assez présentes, elles ont tendance à même un petit peu avoir un impact. Donc le parleur est plutôt bon, plutôt performant, mais sur certaines musiques vraiment à fond, il risque parfois un petit peu d'être, de saturer un petit peu, de grésiller un peu. Ça m'est déjà arrivé, mais globalement, au niveau du haut-parleur, c'est plutôt bon. Au niveau par contre de la jack, je suis beaucoup plus mitigé. En effet, la jack, alors autant je suis content qu'elle soit présente, parce que c'est vrai que c'est assez chiant en général, autant sa qualité en elle-même est assez, comment dire, discutable. Personnellement, maintenant, forcément, j'ai pas mal gagné en audio, et ça, je savais qu'avec Xiaomi, le rendu audio n'était pas extraordinaire, surtout dans l'entrée de gamme, enfin, ça a toujours été présent de ce point de vue-là. Le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que ça n'a pas évolué du tout. Le Redmi Note 2 était vraiment pas bon, à l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment pas bon, mais le Snapdragon 636 a une bonne puce audio, enfin, Qualcomm fait plutôt des bonnes puces audio aujourd'hui, sachant que là, on est sur un processeur milieu de gamme type premium, donc la puce son est plutôt bonne, et normalement, justement, sur du smartphone, ça doit même très bien rendre, mais là, on est sur un rendu qui est de base assez terne, ça manque de détails, ça manque de stéréo, ça manque un peu de tout, et surtout, c'est pas naturel du tout. Alors, vous allez dire, oui, il y a l'égaliseur MIUI qui est très complet, qu'on a justement devant. Alors, je préfère ne pas l'utiliser. Parce que, en fait, quand on est dans cette partie-là, on va souvent être sur quelque chose de très basseux, ou beaucoup trop dynamique. Et c'est juste assez désagréable. Ou alors c'est totalement pas naturel, enfin il n'y a rien qui va en fait, il n'y a aucune configuration qui est correcte pour des écouteurs de très bonne qualité. Donc pour quelqu'un qui est un peu lambda, ça va lui plaire. Par contre pour quelqu'un qui a besoin d'un bon rendu audio, il faudra passer son chemin parce que c'est malheureusement pas là-dessus qu'il faudra compter. Au niveau de la photo, donc là on a droit, donc il y a une double caméra, donc une caméra en 12 mégapixels, c'est le S5 K2L7, donc un capteur qui est plutôt bon, qui se place face au IMX 386, assez connu et assez présent dans la gamme Xiaomi justement. Et on a aussi un autre capteur de 6 mégapixels d'ouverture 1.9. Il va être très important, on va en parler tout de suite, mais tout d'abord parlons de l'application MIUI. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez classique dans la présentation, quelque chose qui est repris aujourd'hui par tout le monde, mais qui à la base est très Apple, on va dire, et que MIUI a repris depuis longtemps. Ils ont fait quand même quelques petites choses à eux, mais dans l'idée, voilà, c'était un peu ça. Donc ce qui fait qu'en termes de choix de scène, on va être sur quelque chose de très simple. Donc là, on peut voir Tilt Shift Straighten. Donc là, en fait, ça va être vraiment dans l'idée en fait, où ça va toujours rester droit au niveau de la photo. C'est quelque chose qu'avait mis oui. Alors ça, Circle, pour les coups, ça va être plus pour donner un aspect cercle, comme on peut le voir ici. Vous avez un timer bon classique, le mode nuit, un mode beauté et des scènes. Là, on va voir les différentes scènes, bien évidemment, qu'on a de façon classique, qui peut être automatique en général. Au niveau des options, donc on aura droit donc où est-ce que ça a été enregistré, le son de caméra, le mode poche,
Je sais pas pourquoi ici, mais ok. On a le petit signet en fait dual caméra. Quand vous prenez en mode portrait, ça vous fait un petit signet classique. On peut avoir les grilles. Quand on fait la focus, il prend directement la photo, donc ça peut être quelque chose de pratique, un peu ce que faisait un peu Motorola aussi. Scanner les QR codes automatiquement, il va les reconnaître. Améliorer les photos en faible luminosité, on va en reparler rapidement après. L'effet miroir sur la caméra frontale, si vous voulez en 4 tiers, en 16 neuvième ou 18 neuvième. La qualité des photos, bon, forcément on va plus aller chercher dans le high. Fingerprint shutter, donc c'est-à-dire qu'on peut prendre la photo avec le lecteur d'empreinte. Donc bon, après c'est pas très utile. On a l'anti-bending, pour éviter tout ce qui est lumière, etc., que ça fasse pas de scintillement. Le système d'exposition, donc par défaut ça va être par rapport au centre. La gestion du contraste, de la saturation et de la netteté par défaut. Si vous le faites trop en général, c'est pas terrible parce que c'est très artificiel. Vous avez le mode HDR ici. Alors, une petite chose qui a été améliorée, s'il veut bien. Alors, comme je dois être en mode, voilà, comme je suis en mode scène, forcément, je ne peux pas. Hop. Voilà, et on peut avoir donc le HDR qui peut être en automatique, on ou off, alors qu'avant je ne crois pas justement qu'on avait ça. On a bien sûr des effets aussi qui sont présents, donc pas mal de modes simples à utiliser. Dans l'idée c'est assez simple, on a Square, alors là c'est plus côté Instagram qui est en 1.1 en fait en mode carré, donc là ça permet facilement de faire la photo en mode carré. Vous avez les panoramas ou le mode manuel qui est présent mais qui reste par contre beaucoup trop léger, on ne peut gérer que les ISO ou la balance des blancs. On ne peut pas gérer le temps d'ouverture ou la correction d'exposition, ce genre de choses, donc c'est vraiment dommage. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui évolue de ce point de vue-là. Pour le mode portrait, on va le voir, il y a quelque chose qui est assez frappant et que je ne comprenais pas au départ et que j'ai compris un peu par la suite. Donc là, vous voyez, on voit bien la boîte. Quand je me mets en mode portrait, c'est zoomé. En fait, dans le principe, ça reprend ce que font beaucoup d'acteurs, comme par exemple ce que j'ai testé dernièrement, le Samsung Galaxy Note 8, c'est-à-dire que vous avez le capteur qui est seulement de 6 mégapixels, qui est en zoom x2, et qui fait le mode portrait. Alors, je vous avoue qu'au départ, je comprenais pas trop, et en fait, au fur et à mesure de tester le téléphone, j'ai compris ça, et j'ai compris en fait pourquoi ils ont décidé de faire ça. En fait, dans l'idée, c'est vraiment un smartphone qui est prévu réseaux sociaux, dans le sens où, en fait, dans la qualité des photos, on peut voir que le rendu est vraiment sympathique. On a des belles photos qui sont plutôt bien colorées, qui sont vraiment jolies et agréables à l'œil. Normalement, je vous en fais passer actuellement devant vos yeux. Elles sont jolies et agréables à l'œil, mais en fait, en mode portrait, on va vraiment sentir qu'il y a une faiblesse en termes de détails, parce qu'il n'est pas fait pour être agréable dans un côté vraiment, comment je pourrais dire ça, photographique du terme, j'ai envie de dire ça, mais vraiment dans le sens réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est des photos qui vont être appréciables à partager, mais pas à regarder avec précision. Parce que dans l'idée, de toute façon, et c'est un peu l'idée de ce smartphone, ça va être surtout des petits budgets, et ils veulent quelque chose qui soit très agréable, et en général les petits budgets et la gamme Redmi est axée jeune et axée réseaux sociaux, et Xiaomi est en plus de ça très axé communauté. Donc le partage de photos, justement, forcément les réseaux sociaux ont tendance à beaucoup compresser ces photos, et ce qui fait qu'en fait, quand on regarde les photos comme ça, elles sont très belles, quand on voit sur Twitter, ça c'est très réussi, mais forcément, comme c'est compressé, on n'a pas tous les détails. Les détails sont en général pas vraiment utiles aux gens, entre guillemets, parce que ils balancent ça en réseaux sociaux, mais ils n'ont pas ce plaisir de voir les détails, les petites choses par-ci par-là. Ça va être un rendu global de la photo qui l'intéresse et qui vont pouvoir partager sur Instagram, Facebook, Twitter, 500px et ce genre de conneries. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'une grosse résolution au final, il y a besoin surtout d'avoir une bonne gestion du bokeh, de belles couleurs, une bonne luminosité et ce genre de choses. Et c'est vraiment très réussi de ce point de vue-là. On ne peut pas le mettre en défaut de ce point de vue-là. Ça va être vraiment sur ce côté lissage, ce côté où ça manque de détails, ou un Nubia Z17 Lite j'étais assez... À la fois, je trouvais qu'il se débrouillait pas mal, et à la fois, il y avait quelque chose qui me dérangeait, qui fait que je pouvais pas vraiment dire que c'était positif. Mais le truc, c'est qu'il avait un double capteur photo qui, théoriquement, est bien moins bon que ce que propose ce Xiaomi, en fait. On est sur un IMX 258 qui est plus vraiment dans l'entrée de gamme, qui commence vraiment à descendre et à être utilisé dans du très bas de gamme, enfin, du bas de gamme à, on va dire, 100 euros, 100, 150 euros. Il y en a encore aujourd'hui à 200.
Le truc, c'est qu'on avait ce double capteur et il y avait une très bonne gestion logicielle, ce qui fait qu'on pouvait avoir des photos très détaillées. Pour cet appareil-là, on est censé avoir un capteur photo qui est capable, qui est un IMX2 386, qu'on retrouve sur le Meizu Pro 6 Plus, qu'on retrouve sur le Meizu Pro 7, en double capteur aussi, forcément, qu'on retrouve sur beaucoup d'appareils, le Mi Max 2, etc. Et théoriquement, d'ailleurs, l'IMX 386, on le retrouve sur d'autres appareils qui sont un peu plus haut de gamme et qui il fait globalement des très bonnes photos et qui sont agréables à regarder. Le problème, malheureusement, c'est que derrière, c'est surtout le logiciel chez Xiaomi. Le logiciel a beaucoup de mal à suivre. Alors, je ne l'ai pas installé parce que, alors, je pense qu'en plus de ça, en étant sur la ROM chinoise, c'est un peu plus compliqué. Mais on a la possibilité d'installer Google Camera. Donc, quelque chose que j'avais déjà mis en avant par rapport aux UX-Z2 et sa ROM custom. Et ce qui fait que j'avais pu mettre Google Camera dessus, qui fonctionne très bien et qui permet d'avoir de très très bonnes photos, très détaillées. Parce que, logiciellement, c'est vraiment au top. Dans l'idée, on peut le mettre aussi. Daddy Detect a réussi, donc il y a peut-être des exemples sur son test, n'hésitez pas à aller le regarder à ce moment-là. Et ce qui fait qu'on va avoir un bien meilleur rendu des photos. Donc après, à vous de voir par rapport à ça, mais cherchez des applications, testez, parce qu'il faut en tester plusieurs. Et dès qu'il y en a une qui fonctionne, gardez-la, parce que par rapport à celle de Xiaomi, les photos seront bien plus intéressantes, notamment avec l'HDR+, et aussi de nuit. Parce que l'autre souci de cet appareil, c'est que de nuit, il est pas terrible. J'étais un petit peu déçu parce qu'on a quand même une version 1.9, donc c'est un peu mieux que 2.0. Et pourtant, pareil, par rapport au Nubia Z17 Lite qui est en ouverture 2.2 avec double capteur, il fait moins bien. Et j'ai pas compris en fait, et c'est là où en fait justement la partie logicielle est très importante et ce que Xiaomi ne gère malheureusement pas. Donc ce qui fait que de nuit, je m'attendais à mieux et c'est très moyen. C'est très très moyen, donc c'est pas très intéressant par rapport à la concurrence, qui peut faire mieux. Donc voilà, il faut faire attention par rapport à ça, ce que vous choisissez. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la solution de Google Camera, ce qui est assez agréable. Après, dans l'idée, derrière, on peut quand même aussi filmer en Full HD, donc pareil, avec de bonnes couleurs. On a du slow motion donc en 720p, 120 fps, donc assez agréable de ce point de vue-là. Donc voilà un petit peu dans l'idée ce qu'on a. On a aussi du time-lapse pour ce côté-là. Donc voilà, globalement c'est plutôt bon, mais faut pas être... Enfin, c'est vraiment axé réseaux sociaux. Pour faire simple, c'est vraiment axé réseaux sociaux. Et ça devrait vous faire plaisir à vraiment la plupart des gens. Au niveau de l'autonomie, là forcément on va attaquer le point fort de ce smartphone. La gamme Redmi Note est connue pour ça. Là on a toujours comme d'habitude une batterie de 4000 mAh. Donc ça c'est la bonne chose. Il supporte d'ailleurs le Quick Charge, même si le chargeur n'est pas inclus au départ, mais si vous avez un chargeur Quick Charge, il le supporte. Donc ça c'est une bonne chose, ça m'était utile d'ailleurs pour le test. Et donc ce qui est plutôt bien justement, c'est que l'autonomie est vraiment excellente. Avec les batteries de 4000 mAh, forcément vous doutez bien que globalement l'autonomie va être vraiment très très bonne. Alors je vais essayer de retrouver un petit... voilà. Donc là, 38% en 4G, il y avait un peu de Wi-Fi aussi, ça c'était quand j'étais chez moi. J'avais fait 5 heures. 5 heures, donc là on peut en gros voir que derrière, on va arriver vers les 7, 8, voire 9 heures selon l'utilisation. Donc c'est vraiment bien, on a vraiment une très très grosse autonomie qui, faut le dire, il fait assez mal. Là je suis quasiment à 3 heures à 60% et j'étais en H+, 4G. Donc vraiment vraiment très très positif au niveau de l'autonomie. Donc ça, pour ceux qui justement cherchent une très bonne autonomie, vous aurez droit à une autonomie vraiment comme on n'a pas forcément partout. Dans le milieu de gamme, c'est un peu plus présent, mais c'est vraiment bien géré de ce point de vue-là, sans pour autant sacrifier les performances. Donc voilà, une bonne chose. Et bon, si vous avez un petit capteur, un chargeur Quick Charge, sinon vous pouvez prendre du côté de chez Oki sur Amazon, ça coûte 10 balles à peine, pour un Quick Charge 3.0 et vous allez adorer le rechargement très rapide du smartphone. Au niveau des performances, donc là on est sur un Snapdragon 636, donc c'est une évolution de tout ce qui est 625 et 630, sauf que cette fois-ci Qualcomm utilise des cœurs propriétaires, les cœurs Cryo. Donc c'est des cœurs alors 245 si je dis pas de bêtises, ou 240, en tout cas c'est des cœurs Cryo. Compliqué un peu de comprendre chez eux parce que c'est pas forcément très clair. Et donc c'est un octo-cœur. On a droit à 4 cœurs en 1.6 GHz
et 4 cœurs en 1.8 GHz. La particularité de ce processeur, c'est qu'en fait, il se base sur le Snapdragon 660. C'est quasiment la même chose, donc ça va être un processeur graphique qui va être un petit peu moins bien, et la partie CPU qui est sous-cadencée. Donc c'est vraiment ça les grosses différences, ce qui fait que on a une bonne évolution par rapport aux anciens processeurs milieu de gamme, puisque là on se retrouve avec un score qui est d'ailleurs très très stable en simple cœur, et même en multicœur d'ailleurs à quelques points près, puisqu'on fait 1340 points et 4900 points. On n'est pas proche des 5000, on est mieux qu'un Snapdragon 820 par exemple, on est mieux qu'un Snapdragon 626 ou 630 qui ont en général 4200, 4500 points selon l'optimisation. Là, on a droit à un bon score, et très bon score même, surtout avec au final un cycle d'horloge 1,6 à 1,8 GHz, c'est pas très très haut. Là où le Snapdragon 626 en octocœur, c'est 8 cœurs qui tournent à 2,2 GHz pour arriver à faire 4500 points. Donc c'est plutôt bien optimisé, et d'ailleurs ça se voit justement sur l'autonomie. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est un processeur qui est vraiment performant au quotidien, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de ralentissement à l'utilisation, il est plutôt rapide. Donc c'est vraiment un bon processeur économe, puisqu'en plus de ça il est gravé en 14 nanomètres, il est économe et non, même en 10 je crois, je sais même plus. Va falloir que je me rattrape d'ailleurs là-dessus. Mais en tout cas, donc il est gravé très finement bien évidemment, et ce qui lui confère une excellente autonomie tout en ayant de très bonnes performances. Forcément, on est en dessous des Snapdragon 835 et 845, mais on s'y approche. C'est un peu l'idée des Snapdragon 636 et 60, qui sont des milieux de gamme premium en termes de processeurs. Au niveau de la partie graphique, donc là on est sur l'Adreno, j'ai dit 509 et en fait c'est 512, donc comme donc j'ai mis de la merde un peu partout, c'est un peu dommage. Donc ce qui fait que l'Adreno, hop, ici, 512, en termes d'économie d'énergie, il est très performant. On se retrouve quelque chose qui est équivalent ou presque à ce que propose à l'époque le Snapdragon 125, qui était très très économe, notamment là-dessus, ce qui fait que sur une demi-heure de test, il n'a perdu que 5%, ce qui est très peu. Et en plus de ça, la partie performance, elle est, on peut voir très stable, puisqu'on va faire 603 à 0,6 points près, c'est stable en fait. Là, c'est des oscillations de 0,6 points en fait en global, donc extrêmement stable, et il chauffe peu. Donc ça va vraiment être une bonne chose. Mais en plus de ça, l'autre chose qui est géniale, c'est que en plus de ça, l'autonomie est excellente. C'est vraiment les deux choses qui vont caractériser ce processeur, qui reprennent les très bons points forts en fait du Snapdragon 125. Ce qui fait que ça va être agréable. Et par exemple, si on compare au Moto Z Play, qui a été l'un des meilleurs, l'un des plus optimisés par rapport à ça. Alors, Moto Z de Play, on va aller chercher. Hop. Donc voilà, Moto Z Play, on était à 628 minutes, là on est à 608 avec 4000, donc c'est un petit peu moins bien globalement, mais ça reste assez performant. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Le Z de Play, avec ses 3000, forcément il fait un peu moins, mais c'est plutôt bien optimisé de ce point de vue-là. Forcément, quand on regarde les performances, le Snapdragon 636, l'Adreno 512 est bien meilleur avec 603 frames, là où le Moto Z Play faisait 413, donc c'est une bonne évolution. Si on regarde alors normalement le Nubia, donc qui est avec un Snapdragon 653 qui est plutôt performant, on va le voir, non on va pas le voir, on va voir l'Idol 4S sinon qui a un peu le même principe. Alors il est en 2K donc forcément c'est divisé par 2, mais on peut voir qu'on fait quasiment les mêmes performances, 314 pour l'Idol 4S, on fait 603, sachant qu'il est en 2K, on double le score tout simplement, et on se retrouve avec à peu près 630, 650, donc c'est très proche, et sachant que le Snapdragon 650 était très bien vu en termes de performance graphique, en jeu c'est aussi très bien, et c'est le truc vraiment cool avec ce processeur. Donc il a tout, il est très performant, très économe, il chauffe pas trop, donc un processeur qui est vraiment très bien dans toutes les situations, et qui, pour ceux qui veulent quelque chose d'équilibré, d'économe, de performant, et en plus de ça pour les jeux, qui est pas de souci, ce processeur il est très équilibré de ce point de vue là. On se retrouve sur Rival Racing 3, qui est un jeu qui est assez gourmand en termes de performance justement, et là en plus de ça il y a beaucoup de véhicules qui est affiché, et on peut voir que donc il le gère vraiment bien, donc pas de souci de ce point de vue là.
Donc là, ça va être vraiment agréable de pouvoir jouer. En plus, on peut voir que c'est vraiment fluide. On est sur du 60 fps, ce qui fait que ça va être vraiment agréable et vraiment fluide. Alors forcément, on va avoir quelques petits ralentissements parce que c'est Real Racing et que ça consomme quand même un petit peu de performance. Mais on peut voir que dans tous les cas, c'est vraiment, ça gère vraiment bien au niveau de tout en fait. Là, c'est vraiment fluide, c'est vraiment agréable. On est sur des performances qui sont quand même premium. On n'est pas aussi bien qu'un Snapdragon 820 effectivement, mais le 820 est forcément beaucoup plus haut de gamme pour le coup, puisque c'est du très haut de gamme et très haut de gamme. Mais pour du milieu de gamme premium, c'est un peu ce qu'on cherche, c'est le juste milieu, et le juste milieu, il est là. Et on peut voir que c'est très très fluide, sachant que là vous êtes en 60 fps normalement. On va faire un petit tour aussi du côté de Hitman aussi, qui déjà en fait le truc qui consomme beaucoup, c'est tout simplement de voir l'ensemble. On peut voir que quand on voit l'ensemble ici de la map, c'est pas extrêmement fluide, on est sur du 30 fps, mais ça reste plutôt pas mal. Certains comme le Helio X20 par exemple, ou le Honor 8, le Kirin 950, vont beaucoup plus galérer avec le Mali T880 MP4. Donc c'est-à-dire que niveau performance, c'est vraiment bien géré. Donc, hop, ici, on peut voir que c'est plutôt fluide. Parfois, bon, la mort est un petit peu brutale, parce qu'il y a une espèce de coupure, mais là, par exemple, c'est totalement fluide. Voilà, c'était le premier kill. Là, on est sur quelque chose de bien. On va faire une petite explosion. On va faire une autre explosion ici. Hop, voilà. Donc, c'est bien géré. Par contre, pourquoi lui, il s'énerve? Alors là, par contre, je suis mal. Voilà. Donc, lui, il est mort aussi. J'ai un peu de mal à toucher la touche de tir, mais en tout cas, on peut voir que c'est fluide, que c'est bien géré, et on va faire voler le gars. C'est assez marrant. Et sans voler. C'est vraiment volé en plus. Donc, ce qui fait que c'est bien géré. On peut voir le rechargement sur certains smartphones, ça peut être vraiment galère à ce moment-là. Ça peut vraiment beaucoup saccader. Et lui, il le gère de façon tout à fait fluide. Vous avez plein de choses assez sympas à faire dans Hitman. Si vous l'avez pas, c'est un jeu qui peut être très marrant. Et qui, en plus de ça, avec Facebook, etc., vous pouvez faire des petits défis et tout. Mais c'est vraiment un jeu sympathique, et là, on peut le voir que je fais très très mal. Et on va finir avec la cible que j'ai ratée. Mais voilà un petit peu ce que ça donne en tout cas en termes de jeu. C'est très fluide, c'est agréable. C'est légèrement chaud forcément ici, donc sur le haut de l'appareil. Mais ça reste tout à fait agréable, forcément. Ça chaud, surtout sur des gros jeux, mais ça reste assez tiède, enfin tiède. Un poil chaud sans être désagréable, sans être brûlant. Alors au final, que penser de ce Redmi Note 5 qui, il peut plaire à peu près à tout le monde, et il peut ne pas plaire pour certaines raisons. Pour ma part, il a quand même encore des choses qui peuvent bloquer certaines personnes, notamment le fait de l'absence de la prise micro USB type C. On a aussi le fait que la jack, elle, malheureusement, comment dire, le rendu étant très moyen, ça va pas plaire à tout le monde, donc après à vous de voir. Moi par exemple, ça pourrait pas me plaire, mais pour ceux qui sont pas très exigeants, ou qui passent par le Bluetooth, ce sera pas très grave. Néanmoins, c'est plutôt bien qu'elle soit là, et ça c'est une bonne chose, mais malheureusement on peut pas tout avoir à ce prix-là. Ensuite, c'est au niveau de la photo. Pour ceux qui sont très réseaux sociaux, forcément, ça va vous plaire. Pour ceux qui préfèrent vraiment admirer les photos, admirer les détails, les petites choses, etc., il faudra essayer autre chose ou voir avec Google Caméra. Donc, il faut trouver la bonne application, faire un peu de recherche parce que selon ce que vous avez, c'est pas forcément celle qui, comment dire, il va falloir chercher plusieurs versions avant de trouver une qui est compatible. On a l'ajout du 18/9e, pour ceux qui aiment bien le fait d'avoir le 18/9e, maintenant vous l'avez, et surtout en fait ce qui fait la force en fait de ce téléphone, c'est justement les photos en réseaux sociaux qui vont être de très bonne qualité en termes de rendu, l'autonomie, on sait que pour beaucoup ça devient quelque chose de très important parce que justement aujourd'hui on utilise très beaucoup notre téléphone. C'est pas français, mais je m'en fous. On utilise énormément son téléphone pour tout et n'importe quoi, et le fait de devoir recharger 2, 3, 4 fois par jour, c'est chiant. Avec ce téléphone-là, ça fait partie de ceux qui sont justement pas increvables, mais presque.
par rapport aux autres, hein, parce que dans la réalité, un Nokia 3310 tient mieux. Mais ce qui est bien, c'est que justement, il fait partie de ces téléphones qui sont à la fois performants, et vraiment, on commence vraiment à avoir ces smartphones-là dessus, donc des smartphones performants avec une très grosse autonomie. Et ça, c'est une bonne chose, surtout en jeu. Ceux qui aiment beaucoup les jeux, ça va être le petit bonus qu'il y a, c'est que justement, c'est sur beaucoup d'appareils, dès que vous allez commencer à jouer, la batterie va fondre. Là, ce qu'il y a bien, on va avoir 608 minutes, ça veut dire 10 heures de jeu. Après, c'est une moyenne, selon les jeux, ça va plus ou moins baisser, mais c'est une excellente moyenne. Ça veut dire qu'il y a une bonne optimisation, et la gravure très fine fait aussi que, justement, c'est vraiment bien optimisé, et ça permet d'avoir une grosse autonomie. Et ce qui fait que justement pour les gros joueurs qui ne demandent pas les plus grosses performances mais une bonne moyenne, ben, clairement il fait l'affaire. Il fait clairement l'affaire et pour un prix qui en plus de ça n'est pas très élevé. Donc ça va 2 fois plus plaire aux gens. Donc les gros joueurs qui veulent une grosse autonomie avec des photos qui sont tout à fait correctes pour les partager avec les gens très simplement, très rapidement, sans s'y attarder, bah, clairement c'est un appareil qui est vraiment bien. Aussi, le lecteur d'empreintes fait partie des plus rapides que j'ai vus ces derniers temps. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant. Ils n'étaient pas forcément les plus rapides avant. Mais là, on a quelque chose qui est comparable à ce que propose Huawei, par exemple, avec le Mate 10 Pro, où j'ai juste à taper, comme le Mate 10 Pro, à taper, et il se réveille. Et il se réveille vraiment à une rapidité assez impressionnante. Donc c'est aussi agréable. La reconnaissance faciale est présente. Alors ça, c'est un peu plus pour moi... ils ont pu l'intégrer, sachant que ces MIUI ils intègrent tout sur un maximum d'appareils. Après c'est souvent les versions Android qui peuvent modifier certaines fonctions, mais globalement ils mettent ça partout. Et bah forcément la caméra qui est ici elle n'est pas extraordinaire, et donc ce qui fait que quand il y a trop de lumière c'est pas forcément parfait. Dès que ça va commencer à se dégrader c'est pas parfait non plus, et globalement il est trop lent. Donc le lecteur d'empreinte, heureusement, il est là. On a du double tap pour le réveiller, donc c'est une bonne chose aussi. À mon avis aussi, on devrait avoir une bonne communauté. Les Xiaomi sont assez réputés de ce point de vue-là. Donc si MIUI vous rebute, ou si vous avez envie d'avoir la dernière version Android stock, parce que Google, etc., eh bien, normalement, la communauté devrait être très rapidement présente. On sait que pour le Redmi Note 3 et Redmi Note 4, la communauté a été très très présente. Treble aussi, par exemple, pour Android 8. Android 8 est sorti très vite. Donc, c'est des communautés qui sont très fortes parce que ce sont des smartphones qui se vendent énormément. Donc, là-dessus aussi, on pourra sûrement compter sur eux pour avoir une grosse communauté par la suite. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce téléphone, globalement. C'est un téléphone qui, en tout cas, m'a un peu réconcilié avec MIUI, qui, pour moi, était au final, au fur et à mesure du temps, du Redmi Note 2, ça a pris de la distance, hein, c'est comme une relation qui se dégrade, au bout d'un moment t'arrêtes et tu vas voir ailleurs. Mais dans l'idée c'est un peu ça, et avec le Redmi Note 5 ça réconcilie justement, ça me dit voilà, MIUI maintenant ils ont vraiment fait un effort avec MIUI 9, parce que MIUI 7 et MIUI 8 avaient ce problème là, et avec le 9 on voit vraiment la différence, en tout cas pour cet appareil là, avec le processeur aussi qui forcément est vraiment performant, et on a quelque chose qui répond du tac au tac, avec plein de fonctions et quelque chose qui est assez particulier, qui peut plaire ou déplaire. Mais globalement c'est bien optimisé, que ce soit au niveau de la RAM, que ce soit au niveau de la réactivité, l'utilisation au quotidien, il n'y a vraiment pas de souci de ce point de vue là. Voilà un petit peu ce que je peux penser de cet appareil, donc sachant qu'il est à moins de 250 €, de ce que j'ai vu c'est environ 220 € en précommande, sachant qu'il va être envoyé le 25 mai via Geekmall, comme toujours. Vous avez le code TechnoGeek pour justement le commander. Passez par mon lien, juste en dessous, pour montrer tout simplement que vous êtes intéressé et que voilà, je les ai fait venir sur le site, etc. Mais voilà un petit peu, donc merci à eux justement de me permettre de tester sur Redmi Note 5 qui va faire sûrement un carton avant son envoi, donc en plus je l'ai quand même assez en avance, c'est plutôt cool. Et voilà, tout simplement. Si vous avez des questions sur l'appareil ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, etc. Et puis pour terminer, si je suis pas encore aux 10 000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et si je suis aux 10 000 abonnés, merci à vous d'être aussi nombreux et de me permettre de tester autant d'appareils, parce que c'est aussi un peu grâce à vous et à votre soutien et à vos vues que ça me permet tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïd.